Une diva s'écroule en plein milieu de l'opéra, et tous croient à un accident. Mais Hercule Poirot sait qu'il s'agit d'un meurtre. Imaginez la salle comble, les projecteurs éblouissants, l'orchestre jouant sa dernière note, et soudain, le silence brisé par un cri glaçant. Qui a osé tuer sous les yeux de centaines de spectateurs? Avant de révéler le coupable, je veux savoir. Et vous, croyez-vous aux coïncidences ou au crime parfait? Écrivez dans les commentaires votre ville et dites-moi, à votre avis, l'assassin était-il un spectateur, un musicien ou un proche de la victime? Restez jusqu'à la fin, car je vous promets une chose. Vous n'allez pas croire ce que Poirot découvre derrière le rideau rouge, un secret plus dangereux que le meurtre lui-même. La salle de l'Opéra Garnier brillait de 1000 feux, comme un joyau au cœur de Paris. Les lustres étincelaient, les velours rouges resplendissaient, et les murmures excités du public se mêlaient à l'anticipation de la première. Ce soir-là, tout le gratin de la capitale s'était réuni pour admirer la voix légendaire de la diva italienne, Isabella Caruso. L'air était chargé de parfums, de luxe et de secrets chuchotés. Isabella Caruso entra sur scène telle une reine. Sa robe de satin blanc captait la lumière comme une aura divine, et sa voix, claire et puissante, s'éleva au-dessus de l'orchestre. Le public retint son souffle, suspendu à chaque note. Même les spectateurs les plus blasés se laissèrent emporter par la magie. L'opéra n'était plus une simple représentation, c'était une cérémonie. Parmi les spectateurs, un homme élégant, moustache soigneusement cirée et regard attentif, observait plus qu'il n'écoutait. Hercule Poirot, le célèbre détective belge, avait été invité par un mécène influent. Il n'était pas venu par passion de la musique, mais parce qu'il avait le pressentiment que cette soirée cacherait quelque chose d'inattendu. Ses yeux, perçants comme des lames, parcouraient la salle, notant chaque geste. À l'acte 2, l'opéra atteignit son sommet. Isabella, dans un air dramatique, leva les bras vers le ciel, la voix vibrante d'émotion. Mais soudain, un spasme traversa son corps. Sa voix se brisa. Une note étranglée résonna, et son visage se figea dans une expression d'horreur. Devant des centaines de témoins, la diva s'effondra sur le sol de la scène, sa robe immaculée, tachée d'un rouge inattendu. Le public crut d'abord à une mise en scène audacieuse, un effet théâtral destiné à surprendre. Mais les secondes passèrent, et le silence lourd s'épaissit. L'orchestre s'interrompit, les musiciens figés, les spectateurs se penchèrent en avant, anxieux. Un cri retentit depuis la coulisse. Elle est morte, et la panique se répandit comme une traînée de poudre. Les huissiers tentèrent de calmer la foule, mais déjà les murmures se transformaient en rumeurs. Accident? Malaise? Assassinat? Le chaos grandissait. Les éventails se refermaient nerveusement, et certains spectateurs pressés de partir se bousculaient vers les portes. L'atmosphère raffinée de l'opéra s'était transformée en une scène de cauchemar. Poirot ne bougea pas de son siège. Ses yeux brillaient d'une étrange sérénité. Là où les autres voyaient l'horreur, lui percevait un mystère à résoudre. Il s'inclina légèrement vers l'avant, observant la scène avec la précision d'un chirurgien. « Non, mes amis, » murmura-t-il pour lui-même. « Ce n'est pas un accident, c'est un meurtre. » Déjà, les agents de police montaient sur scène, mais Poirot savait qu'ils verraient ce que tout le monde voyait. Une chanteuse, victime du destin. Lui, en revanche, cherchait l'invisible, le détail minuscule qui trahirait la main de l'assassin. Il nota la coupe de champagne renversée près des coulisses, l'éclat de métal brillant dans l'ombre et l'expression glacée d'un violoniste au fond de l'orchestre. Alors que la foule quittait la salle, dans un tumulte de chuchotements, Poirot resta immobile, son esprit déjà en ébullition. Chaque indice comptait, chaque seconde avait son importance. Derrière le rideau rouge, il pressentait que le théâtre de l'assassinat venait seulement de commencer. Et il fit une promesse silencieuse. Avant que la nuit ne s'achève, il connaîtrait le nom du meurtrier. La salle de l'Opéra Garnier s'était vidée peu à peu, laissant derrière elle un silence étrange,
comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Les échos des cris et des pas précipités résonnaient encore dans les couloirs. Mais à présent, seules quelques silhouettes restaient figées autour du corps d'Isabella Caruso. Le rideau baissé, la scène ressemblait à un tombeau doré. Hercule Poirot s'avança avec lenteur, ses chaussures parfaitement cirées, claquant doucement contre le sol. Les policiers s'écartèrent à contre-cœur, reconnaissant immédiatement le détective mondialement connu. « Monsieur Poirot, nous avons déjà constaté, il s'agit probablement d'une crise cardiaque », déclara un inspecteur en haussant les épaules. Poirot plissa les yeux, son sourire fin s'élargissant à peine. « Une crise cardiaque, vraiment ?» répondit-il d'une voix douce mais tranchante. Il s'accroupit près du corps de la diva. Ses doigts gantés frôlèrent délicatement la robe, effleurant la tache rouge. Ses yeux observaient chaque détail, chaque pli, chaque ombre. Il remarqua une légère odeur d'amande amère qui s'échappait des lèvres entr'ouvertes de la victime, un signe que peu de gens auraient reconnu. « Messieurs, il n'y a pas de crise cardiaque ici », déclara Poirot avec calme. « Cette femme a été empoisonnée. » Un frisson parcourut la salle, encore éclairée par les projecteurs. Les policiers échangèrent des regards troublés, et l'un d'eux fit un pas en arrière. Le mot « empoisonné » résonnait comme une sentence irrévocable. Poirot se releva et observa les coulisses. Les décors, les cordes, les instruments. Tout pouvait cacher un indice, mais il savait que le véritable assassin ne se trouvait pas dans les objets, mais dans les regards. Il fallait étudier les témoins. Le criminel avait eu l'audace de frapper devant des centaines de personnes. Un tel esprit ne pouvait pas cacher totalement ses traces. Il demanda qu'on convoque immédiatement l'ensemble de la troupe, chanteurs, musiciens, machinistes et personnel de l'opéra. Tous furent invités à rester dans le bâtiment, sous prétexte de vérification. Certains protestèrent, d'autres pleuraient encore la perte de la diva. Mais Poirot insistait. Personne ne devait quitter le théâtre tant que la vérité n'avait pas été révélée. Parmi les visages bouleversés, Poirot en fixa quelques-uns plus longuement. Le directeur de l'opéra, nerveux et pâle, essuyant sans cesse son front. La jeune soprano doublure d'Isabella, qui semblait plus troublée que triste, et un violoniste, dont les yeux évitaient obstinément de croiser les siens. Trois figures qui déjà éveillait sa curiosité. Un agent de police s'approcha de Poirot et lui chuchota « Monsieur, nous avons trouvé ceci dans les coulisses. » Dans sa main, il tenait une petite fiole de verre brisé, à peine visible. Poirot prit l'objet avec soin, ses moustaches frémissant d'intérêt. « Voilà, mes amis, le théâtre d'un meurtre ne se joue pas seulement sur scène. » En levant les yeux vers le rideau rouge encore abaissé, Poirot sut que cette enquête allait être l'une des plus complexes de sa carrière, non seulement parce qu'elle mêlait gloire, jalousie et art, mais aussi parce que l'assassin avait choisi de tuer sous les yeux du monde, et un tel criminel ne serait pas facile à démasquer. Le grand salon de réception de l'opéra avait été transformé en salle d'interrogatoire improvisée. Les miroirs dorés reflétaient les visages tendus des artistes et du personnel, contraints de rester sous surveillance policière. Le champagne qui coulait encore quelques heures plus tôt semblait désormais un vestige d'un autre monde. Hercule Poirot, installé confortablement dans un fauteuil en velours, observait chacun avec une patience implacable. Le directeur de l'opéra, M. Armand Delacroix, fut le premier à être interrogé. Son front brillait de sueur, et ses doigts tremblaient en lissant nerveusement sa moustache. « Isabella était notre étoile », déclara-t-il d'une voix tremblante. « Ta mort est une tragédie pour la maison entière. » Poirot pencha la tête, étudiant son ton. Était-ce de la douleur sincère ou la peur de voir ses affaires ruinées? La doublure, une jeune soprano nommée Élise Fournier, s'avança timidement. Ses yeux étaient rougis, mais Poirot nota qu'aucune larme ne coulait. « Je l'admirais. Elle était mon modèle, » dit-elle d'une voix fragile. Pourtant, au fond de son regard brillait une étincelle étrange, un mélange d'ambition et de soulagement.
Était-ce la voix d'une femme accablée ou celle d'une rivale soudain libérée? Puis vint le violoniste, un certain Victor Petrov, originaire de Russie. Ses traits sévères et ses gestes brusques contrastaient avec la discipline du reste de l'orchestre. Interrogé sur la soirée, il répondit sèchement « J'ai joué ma partie, rien de plus ». Mais ses yeux évitaient toujours ceux de Poirot, comme si le contact visuel pouvait trahir un secret lourd. Alors que chacun parlait, Poirot ne se fiait pas tant aux mots qu'aux détails, le mouvement d'une main, la crispation d'une lèvre, l'inflexion d'une voix. Les gens, mes amis, mentent avec leur bouche, mais rarement avec leurs petites habitudes, murmurait-il intérieurement, et déjà, certaines contradictions commençaient à s'accumuler dans son esprit méthodique. Un machiniste, interrogé rapidement, confia avoir vu Isabella dans les coulisses peu avant son entrée sur scène. Elle avait bu quelques gorgées d'une coupe de champagne posée sur une table, puis avait semblé nerveuse. Comme si elle craignait quelque chose, dit-il. Ce détail fit lever un sourcil à Poirot. La coupe avait-elle été préparée spécialement pour elle? Et par qui? La tension montait. Certains suspects chuchotaient entre eux, d'autres protestaient de leur innocence. Le murmure collectif formait une rumeur inquiète, comme une tempête prête à éclater. Poirot, imperturbable, continuait d'écouter, de comparer, d'assembler les pièces invisibles du puzzle. Un détail attira particulièrement son attention. Élise, la doublure, avait parlé de la robe d'Isabella. Mais comment savait-elle qu'une tache rouge avait souillé le tissu, alors qu'elle n'avait jamais approché le corps? Cette remarque apparemment insignifiante se grava dans la mémoire du détective comme un indice précieux. Quand le dernier suspect se rassit, Poirot croisa les mains et ferma les yeux un instant. Son esprit ordonnait les faits avec une précision mathématique. Il savait déjà que derrière les pleurs, les tremblements et les protestations se cachait une vérité implacable, et il se fit une promesse silencieuse. Ce soir, aucun des présents ne dormirait tranquille tant que le véritable assassin ne serait pas révélé. Lorsque la salle fut enfin silencieuse, Poirot demanda à un agent de police de le conduire dans les coulisses. Là, loin du tumulte des suspects et des regards inquiets, régnait une atmosphère pesante. Les cordages pendaient comme des serpents endormis. Les décors massifs jetaient des ombres inquiétantes, et l'air sentait encore le parfum de la diva mêlé à une odeur plus âcre, métallique. Poirot se pencha sur la table où la coupe de champagne avait été trouvée. Elle avait été renversée, laissant une traînée collante sur le bois. Ses yeux exercés remarquèrent une poudre cristalline incrustée dans une fissure de la surface. Il fit signe à l'agent de la recueillir. « Voyez-vous, mon ami ?» dit-il doucement. « La vérité aime se cacher dans les plus petites miettes. Non loin de là, un coffret de maquillage appartenant à Isabella avait été laissé ouvert. Des poudres, des rouges à lèvres et des fioles de parfum s'y entassaient. Poirot observa attentivement. L'une des fioles semblait déplacée, comme si quelqu'un l'avait manipulée récemment. Une odeur légère, mais distincte, d'amande amère s'en dégageait encore. Cela confirma ses soupçons, mais ce qui l'intrigua le plus fut une écharpe de soie rouge abandonnée sur une chaise. Elle ne semblait pas appartenir à la diva, qui portait une robe blanche sans accessoires de ce genre. Poirot caressa le tissu du bout des doigts. « Un signe de passion ou de jalousie, peut-être, » murmura-t-il, car dans les crimes, il savait que les objets parlent le langage des émotions humaines. Il demanda à l'agent de lui décrire la disposition des coulisses avant le drame. Celui-ci expliqua que plusieurs personnes avaient circulé librement dans cet espace. Les machinistes, des musiciens en attente, Élise la doublure, et même le directeur qui aimait vérifier que tout était parfait avant le lever de rideau. Trop de monde, pensa Poirot, et parmi eux, un seul avait profité du chaos pour déposer le poison. En s'avançant vers le rideau, Poirot s'arrêta soudain. Dans la poussière du sol, ses yeux repérèrent une empreinte de souliers finement taillés, manifestement trop élégants pour appartenir à un machiniste. Il se baissa et observa. Le talon avait une marque distinctive, une entaille, en forme de croissant.
Il hocha la tête, satisfait. Voilà, un fil de soie, dans le labyrinthe. Le silence des coulisses lui parut soudain assourdissant. Chaque corde, chaque décor semblait l'épier. Poirot se retourna brusquement, convaincu qu'on l'observait depuis l'ombre. Mais l'agent de police, surpris par son mouvement, ne vit rien. Pourtant, Poirot était certain qu'un témoin caché suivait ses moindres gestes. Avant de quitter les lieux, il s'arrêta devant une loge entr'ouverte. Sur la coiffeuse brillait une photo encadrée d'Isabella, dédicacée à une personne dont le nom avait été gratté avec rage. Les bords du cadre portaient encore les traces de griffures. Ce geste de colère lui confirma qu'au-delà du poison, le meurtre trouvait ses racines dans une passion dévastatrice. En rejoignant la salle principale, Poirot sentit ses petites cellules grises s'activer avec intensité. Chaque objet, chaque parfum, chaque empreinte formait désormais une toile invisible. Et il savait qu'au cœur de cette toile, l'araignée meurtrière attendait, persuadée que son crime parfait demeurerait impuni. Mais Hercule Poirot n'était pas un spectateur ordinaire. Il était l'homme qui voyait ce que les autres refusaient de voir. De retour dans le grand salon, Poirot demanda que l'on fasse venir à tour de rôle les suspects pour un nouvel interrogatoire. Cette fois, ils n'écouteraient pas seulement leurs paroles, mais ils confronteraient leurs récits aux indices glanés dans les coulisses. L'air pesant de la salle donnait l'impression que chaque phrase prononcée pouvait devenir une preuve ou une condamnation. Monsieur Delacroix, le directeur de l'opéra, revint le premier. Il prétendit n'avoir jamais quitté sa loge durant l'entr'acte. Pourtant, Poirot, implacable, lui rappela l'empreinte élégante trouvée près du rideau. Le directeur pâlit. « N'importe qui peut avoir ce genre de chaussures », protesta-t-il, mais ses mains tremblantes trahissaient son malaise. Élise Fournier, la jeune doublure, suivit. Sa voix, douce au départ, devint plus tranchante quand Poirot l'interrogea sur la coupe de champagne. « Je n'ai rien vu », affirma-t-elle vivement, avant de se reprendre. Mais Poirot, attentif, avait noté ce lapsus. Comment savait-elle que la coupe avait une importance alors qu'il n'avait encore rien dit? Ses yeux sombres se plissèrent. Le violoniste Victor Petrov fut ensuite convoqué. Son accent lourd et sa nervosité en faisaient un personnage inquiétant. « Je ne parle pas beaucoup, je joue seulement », répétait-il, mais lorsqu'on évoqua l'écharpe rouge trouvée dans les coulisses, il serait dit brusquement « Ce n'est pas à moi ». Lâcha-t-il trop rapidement? Poirot sourit discrètement. Parfois, la vérité se cache dans la vitesse d'une réponse. Un machiniste raconta qu'il avait vu Isabella se disputer avec une femme dans les coulisses, peu avant le drame. Mais il ne put dire s'il s'agissait d'Élise ou d'une autre personne de la troupe. Son témoignage, bien qu'incertain, ajouta une ombre supplémentaire à l'affaire. L'idée d'une rivalité féminine prenait forme dans l'esprit de Poirot. Poirot remarqua aussi les regards échangés entre certains suspects. Des alliances invisibles semblaient exister. Un signe de tête discret entre le directeur et la doublure. Un silence trop lourd du violoniste. Le crime, pensa Poirot, n'était peut-être pas l'œuvre d'un seul individu, mais d'un complot savamment orchestré. Pourtant, il n'excluait aucune hypothèse. Dans les grandes tragédies humaines, les mobiles naissent de 3 racines: l'amour, l'argent ou la jalousie. Isabella, belle, talentueuse et admirée, pouvait avoir éveillé les 3 passions à la fois. Et Poirot savait que lorsque ces forces s'entrelacent, elles deviennent explosives. Alors que la nuit avançait, les suspects semblaient épuisés, nerveux, incapables de masquer leurs troubles. Mais Poirot, infatigable, restait assis, ses petites cellules grises plus vives que jamais. Il avait déjà un plan, provoquer une réaction, tendre un piège psychologique qui mettrait l'assassin à découvert. Avant de lever la séance, il prononça une phrase énigmatique qui fit frissonner l'assemblée. « Mes amis, le meurtrier se trouve parmi vous. »
Il a cru pouvoir cacher son crime derrière la musique et les applaudissements. Mais je vous le dis, déjà, ses propres gestes l'ont trahi. La nuit s'épaississait sur Paris, mais à l'intérieur de l'opéra, l'atmosphère demeurait tendue et vibrante. Le bâtiment, autrefois lieu de fête et de beauté, semblait désormais hanté par des murmures invisibles. Poirot, imperturbable, demanda à se rendre de nouveau dans les coulisses, persuadé qu'une vérité essentielle se cachait derrière les rideaux et les cordages. Alors qu'il avançait, il entendit un éclat de voix. 2 machinistes se disputaient à voix basse. L'un accusait l'autre d'avoir parlé trop vite à la police, tandis que l'autre jurait qu'il ne voulait pas être mêlé à cette histoire. Poirot n'intervint pas immédiatement. Il savait que la peur faisait parler les hommes mieux que n'importe quel interrogatoire. Il s'approcha discrètement et surprit quelques mots supplémentaires. « Si elle découvre que nous étions là, » dit l'un, avant de se taire brutalement en apercevant Poirot. Le silence qui suivit était plus révélateur que les paroles. Poirot, d'un sourire poli, se contenta de dire « Messieurs, les coulisses conservent souvent plus de secrets que la scène, n'est-ce pas ?» En poursuivant son inspection, Poirot découvrit un petit carnet tombé derrière une caisse de décor. Les pages, griffonnées à la hâte, contenaient des notes en italien. Il y était question de rendez-vous clandestins, d'argent prêté et jamais rendu. À la lecture, Poirot comprit que ce carnet appartenait probablement à Isabella. Était-ce une piste vers un maître chanteur? Au même moment, un bruit de pas résonna dans le couloir adjacent. Poirot fit signe à l'agent qui l'accompagnait de se taire. Une silhouette mince, capuchonnée, avançait dans l'ombre, avec précaution. Lorsqu'elle s'aperçut qu'on l'observait, elle s'élança et disparut dans l'obscurité avant qu'on ait pu la rattraper. L'audace de ce geste confirma à Poirot que l'assassin n'était pas loin. Revenant vers la loge d'Isabella, Poirot remarqua de nouveaux détails qu'il n'avait pas relevés plus tôt. Sur le miroir, une inscription à peine visible, tracée à la hâte avec du rouge à lèvres. « Il paiera », la menace, adressée à une personne inconnue, respirait la colère et la vengeance. C'était une pièce supplémentaire dans le puzzle des passions meurtrières. Poirot s'assit un instant dans la loge, réfléchissant. L'écharpe rouge, la fiole de parfum, le carnet en italien, et maintenant ce message. Les pièces du mystère s'accumulaient, mais restaient éparses. Ces petites cellules grises travaillaient déjà à relier chaque indice, à trouver la ligne invisible qui conduirait au coupable. Soudain, un souvenir le frappa. Lors de l'interrogatoire, Élise avait mentionné une phrase très précise. Isabella craignait que quelque chose lui arrive ce soir. Mais Isabella n'avait confié cette peur à personne, officiellement. Comment Élise aurait-elle pu le savoir? Était-ce un aveu déguisé ou un détail trahi par une proximité secrète? Avant de quitter les coulisses, Poirot jeta un dernier regard à la scène, plongée dans l'obscurité. Il savait que la vérité était là, entre les cordages et les ombres, attendant d'être révélée. Et il sourit en murmurant « Patience, mon cher assassin, le rideau n'est pas encore tombé. » Le matin se leva sur Paris, mais l'Opéra Garnier demeurait bouclé. La police avait interdit toute sortie, et les suspects passaient une nuit blanche à ruminer leur peur. Dans une petite salle transformée en laboratoire de fortune, un médecin légiste présenta à Poirot ses conclusions préliminaires. Le cœur d'Isabella avait cessé de battre à cause d'un poison puissant, un dérivé du cyanure. Le mot « cyanure » fit frissonner l'assemblée. Ce poison, célèbre pour sa rapidité, expliquait l'effondrement soudain de la diva en plein champ. Mais plus que le poison lui-même, ce qui intéressait Poirot, c'était le mode d'administration. Le liquide trouvé dans la coupe de champagne contenait les traces fatales. Il était clair qu'on avait préparé cette boisson pour Isabella seule. Poirot, pensif, s'adressa au médecin. Le cyanure a une odeur caractéristique, une odeur d'amande amère. Pourtant, peu de gens l'ont remarqué. Cela signifie que l'assassin savait manipuler la substance avec précaution.
Peut-être un artiste des coulisses, peut-être un musicien, quelqu'un habitué à la minutie. Dans le salon, il convoqua de nouveau les suspects. « Mes amis », annonça-t-il d'une voix ferme, « nous savons à présent qu'Isabella n'est pas morte par hasard. Quelqu'un ici a placé du cyanure dans son verre, et ce quelqu'un se trouve encore parmi nous. » Un murmure paniqué se répandit aussitôt dans la pièce. Le directeur de la Croix protesta avec véhémence. « Absurde, un meurtre ici, au cœur de Paris, devant des centaines de témoins. C'est impensable ?» Poirot leva calmement un doigt. « Justement, monsieur, l'assassin a choisi la scène la plus visible pour commettre son crime. Voilà l'audace d'un esprit calculateur. » Élise, la doublure, se mit à trembler. « Vous pensez que c'est moi ?» balbutia-t-elle. Poirot ne répondit pas directement, mais il observa la pâleur de son visage et la crispation de ses mains. Une actrice, songea-t-il, pouvait simuler des émotions, mais les petites réactions involontaires étaient impossibles à contrôler. Le violoniste Petrov, quant à lui, resta silencieux, mais son regard lançait des éclairs. Poirot sentit une colère contenue, une rage prête à éclater. Était-ce la peur d'être accusé ou la frustration d'avoir été découvert trop tôt? Le détective nota mentalement cette tension. Poirot prit alors une décision stratégique. Il demanda que chaque suspect écrive sur une feuille ce qu'il avait fait précisément dans les 10 minutes précédant l'effondrement d'Isabella. Les mensonges, mes amis, se répètent difficilement à l'écrit, expliqua-t-il en collectant ses témoignages. Il espérait trouver une contradiction flagrante. En sortant de la salle, Poirot se dit que le poison n'était qu'un instrument. Derrière lui, il y avait un cœur humain, dévoré par la haine ou la cupidité. Et c'était ce cœur qu'il devait mettre à nu avant que l'assassin n'ait le temps d'effacer toutes ses traces. Les feuilles écrites par les suspects furent rassemblées sur une table. Poirot, assis bien droit, commença à les lire une par une, ses yeux perçants suivant chaque mot, comme s'il décortiquait une équation complexe. Le silence pesait dans la salle, seulement interrompu par le froissement du papier. Le témoignage de Delacroix indiquait qu'il avait passé l'entracte dans son bureau, à signer des documents financiers. Pourtant, un agent affirma l'avoir vu circuler dans les coulisses à ce moment-là. Poirot nota cette contradiction d'un trait précis de crayon. Déjà, le vernis du directeur commençait à se fissurer. Élise, quant à elle, écrivit qu'elle était restée dans sa loge à se préparer, sans parler à personne. Mais son récit contredisait celui d'un machiniste qui affirma l'avoir aperçu près de la table où la coupe de champagne avait été posée. Poirot leva un sourcil. Un mensonge, fût-il petit, en cachait souvent un plus grand. Petrov, le violoniste, indiqua avoir vérifié son instrument et discuté avec un collègue. Mais ce collègue, interrogé, déclara ne pas se souvenir de cette conversation. Très intéressant, pensa Poirot. Ce violoniste, qui cherchait à paraître insignifiant, venait peut-être de s'exposer davantage. Le reste du personnel mentionna des activités banales. Ajuster les décors, nettoyer les loges, accorder des instruments. Mais parmi ces récits simples, Poirot savait que l'un cachait la main criminelle. La difficulté n'était pas de trouver des mensonges, ils pullulaient, mais d'identifier le mensonge décisif. Poirot se leva soudain, tenant les feuilles. « Mes amis, » dit-il d'une voix calme mais ferme, « vous croyez peut-être que vos mots vous protègent, mais vos contradictions sont déjà vos ennemis. » Il désigna Delacroix, Élise et Petrov d'un geste précis. « Vous trois, vos récits sont entachés de mensonges, et ces mensonges me conduisent bien au plus près de la vérité. » Un murmure parcourut la salle. Élise baissa la tête, les mains crispées sur sa robe. Delacroix s'emporta, clamant son innocence. Petrov, lui, resta de marbre, ses yeux durs fixés sur Poirot, comme s'il défiait le détective de prouver ses accusations. Poirot, imperturbable, sourit légèrement. « Le crime, mes amis, est comme une pièce de théâtre. Il commence par un mensonge et se termine par une révélation. Ce soir, nous en sommes à l'acte 2. Mais je vous promets que l'acte final approche. » Alors que la tension s'épaississait, Poirot rangea soigneusement les feuilles.
Ces petites cellules grises tournaient à toute vitesse. Il savait que l'assassin, déjà acculé, commettrait bientôt une erreur fatale, et il était prêt à la saisir au vol. Au lever du jour, Poirot demanda à ce que l'on fouille intégralement les appartements privés d'Isabella Caruso, situés non loin de l'opéra. Accompagné de la police, il entra dans un univers fastueux où chaque meuble respirait l'élégance italienne. Les tentures de soie, les portraits d'artistes et les bibelots luxueux témoignaient de la vie d'une femme adulée par le public, mais peut-être haïe en secret. Sur la coiffeuse de la chanteuse, entre des bijoux étincelants et des flacons de parfum, Poirot découvrit une série de lettres soigneusement attachées par un ruban. Elles étaient écrites par un admirateur mystérieux, signé seulement d'une initiale, V. Les mots débordaient d'obsession, mêlant amour ardent et menaces voilées. Poirot fronça les sourcils. Cette initiale pouvait-elle renvoyer à Victor Petrov, le violoniste? En feuilletant davantage, il tomba sur un document plus compromettant. Un contrat entre Isabella et Delacroix, le directeur. On y lisait des clauses financières exorbitantes qui liaient l'avenir de l'opéra à la diva. Si Isabella décidait de partir, la maison risquait la faillite. Voilà un mobile puissant. Le directeur avait tout à perdre de sa disparition, mais également beaucoup à gagner si le contrat disparaissait avec elle. Dans un tiroir secret du bureau, Poirot découvrit une petite boîte contenant des bijoux, mais un collier manquait. Une note froissée révélait « Rendez-le-moi demain, ou je parlerai ». L'ombre du chantage s'ajoutait au tableau. Isabella, derrière son image publique de déesse, semblait en réalité prisonnière d'un cercle de passion, de dettes et de menaces. Un carnet personnel, écrit en italien, attira aussi l'attention de Poirot. Entre des notes, sur ses répétitions et ses voyages, Isabella y mentionnait un projet d'évasion. Quitter Paris pour recommencer ailleurs. Elle y parlait de trahison, d'un mami devenu dangereux et d'une peur grandissante à l'approche de la première. Les derniers ces mots griffonnés glaçaient le sang. « Je sens que la mort m'attend sur scène ». Poirot referma le carnet avec gravité. Isabella avait pressenti son propre meurtre. Ses écrits confirmaient que la chanteuse était entourée d'ennemis déguisés en admirateurs. Mais qui, parmi eux, avait franchi la ligne fatale? Était-ce Petrov, l'amant obsédé? Delacroix, le directeur acculé? Ou Élise, la rivale impatiente de briller à sa place? En parcourant la chambre, Poirot remarqua une écharpe rouge identique à celle retrouvée dans les coulisses. Mais celle-ci était soigneusement rangée, intacte. Donc l'autre ne lui appartenait pas, conclut-il. L'écharpe abandonnée près de la scène devenait un indice encore plus compromettant, lié à quelqu'un d'autre que la victime. Avant de quitter les lieux, Poirot observa par la fenêtre la silhouette de Paris s'éveillant lentement. Les secrets qu'il venait de mettre à jour ne faisaient qu'épaissir l'ombre du mystère. Mais il se rapprochait du cœur du labyrinthe. Les mobiles étaient à clair, les mensonges démasqués. Restait à trouver le fil unique qui conduirait à l'assassin. En refermant la porte de l'appartement, Poirot murmura pour lui-même. Isabella chantait la tragédie sur scène, mais c'est dans sa vie qu'elle jouait le drame le plus dangereux. Et il savait que, pour percer le mystère, il devait désormais mettre ses suspects face à leurs propres démons. De retour à l'opéra, Poirot fit réunir à nouveau tous les suspects dans le grand salon. Ses yeux pétillaient d'une lueur de détermination. Il avait décidé que l'heure était venue de faire tomber les masques. Les indices s'étaient accumulés. Lettres d'amour, contrats compromettants, objets déplacés. Il ne manquait plus que la réaction des coupables face à la vérité. Il commença par interroger Delacroix. « Monsieur, » dit Poirot, « vous nous avez affirmé être resté dans votre bureau pendant l'entracte. Or, plusieurs témoins vous ont vu circuler dans les coulisses. Peut-être cherchiez-vous Isabella? Ou bien son contrat ?» Delacroix blêmit, incapable de répondre. Sa voix, enfin, s'éleva. « Oui, je suis allé la voir. Elle menaçait de quitter l'opéra et de m'entraîner à la ruine. Mais je ne l'ai pas tuée. » Puis Poirot tourna son regard vers Élise. « Mademoiselle,
Vous avez menti sur votre présence près de la coupe de champagne. Pourquoi donc? La jeune femme se leva brusquement, les larmes aux yeux. Parce que je l'aimais, et que je la haïssais, à la fois. Isabella m'empêchait d'exister, mais jamais je n'aurais osé. Jamais. Son émotion semblait sincère, mais Poirot nota le trouble profond qui la traversait. Le violoniste Petrov, enfin, fut mis en accusation. Poirot brandit les lettres signées d'un « V ». Ces mots passionnés et menaçants portent votre initiale. Vous étiez obsédé par Isabella, n'est-ce pas? Petrov se redressa, le visage fermé. Oui, je l'aimais. Elle m'avait promis de quitter tout cela pour moi, mais elle m'a trahi. Ses yeux s'embrasèrent d'une lueur sombre. Je ne l'ai pas tuée, mais elle m'a brisé. Chaque parole pesait comme une pierre supplémentaire dans l'édifice de la vérité. Poirot observait attentivement. Le directeur accablé, la doublure déchirée entre jalousie et admiration, le violoniste consumé par la passion. Chacun avait un mobile puissant, chacun avait menti, mais un seul avait franchi la ligne du meurtre. Poirot se leva lentement, ses moustaches frémissant. « Mes amis, dit-il d'une voix grave, le meurtre n'est pas seulement un acte, c'est une mise en scène. Celui qui a tué Isabella a voulu que tout paraisse naturel, que le drame se fonde dans l'opéra. Mais je vous assure, ce rideau va bientôt se lever sur l'assassin. » Il demanda à ce que l'on apporte la coupe de champagne récupérée. Devant les suspects, il montra les résidus brillants de cyanure. Ce poison a été placé avec précision. Celui qui l'a versé connaissait les habitudes d'Isabella, savait qu'elle boirait avant d'entrer en scène. Ce n'est pas le hasard, c'est une connaissance intime. Un silence lourd suivit ces paroles. Chacun semblait retenir son souffle. Poirot, savourant l'effet de son annonce, ajouta « L'assassin a commis une erreur minuscule, mais suffisante pour que mes petites cellules grises découvrent son identité. » Tous les regards se braquèrent sur lui, oscillant entre peur et défi. Poirot sourit doucement, presque théâtralement. « Demain matin, mes amis, je révélerai le nom du coupable. Et je vous assure, vous n'allez pas en croire vos oreilles. » La tension dans l'opéra atteignait son paroxysme. Les suspects avaient passé une nouvelle nuit, enfermés dans le bâtiment, chacun prisonnier de ses pensées et de ses craintes. Le moindre bruit de pas résonnait comme une menace, et les regards méfiants se croisaient dans les couloirs. Poirot, lui, demeurait étrangement calme, comme un chef d'orchestre, attendant le moment exact pour lever sa baguette. Au petit matin, il demanda que l'on rassemble tout le monde sur la scène de l'opéra. Les projecteurs furent rallumés, baignant les suspects dans une lumière crue. « Mes amis, » dit Poirot, en s'avançant au centre, « le théâtre est l'endroit idéal pour révéler la vérité. Et ce matin, nous allons jouer le dernier acte de notre drame. » Il fit signe à un agent, qui apporta un plateau contenant 3 coupes identiques à celles d'Isabella. Poirot expliqua que l'une d'elles avait été reconstituée avec le parfum retrouvé dans les coulisses. Voyez, cette fiole, qui semblait anodine, contenait les traces du poison. Et ce n'est pas un hasard. Tous les regards s'agrandirent d'effroi. Delacroix tenta une nouvelle fois de se défendre. « Mais pourquoi aurais-je risqué la ruine de ma maison ?» Poirot répliqua d'une voix tranchante. « Justement, monsieur, vous étiez déjà ruiné. La mort d'Isabella annulait son contrat et vous libérait de vos dettes. Voilà votre mobile. » Le directeur s'effondra sur une chaise, incapable de nier. Mais Poirot ne s'arrêta pas là. Il tourna lentement vers Élise. « Vous, mademoiselle, vous rêviez de chanter à la place d'Isabella, et le destin cruel vous en offre aujourd'hui l'occasion. Mais vos larmes, elles sont celles d'une femme qui cache une vérité plus profonde. » Élise éclata en sanglots, clamant qu'elle n'avait rien fait, que sa seule faute était d'avoir jalousé son idole. Puis il fixa Petrov, dont le visage fermé ressemblait à un masque figé. « Quant à vous, monsieur, vos lettres en disent long. L'amour devient souvent haine lorsqu'il est trahi. Isabella voulait fuir. Vous le saviez. Vous l'avez menacée. » Petrov serra les poings, les yeux flamboyants. « Je l'aimais, » cria-t-il, « mais je ne l'ai pas tuée. » Poirot laissa flotter un silence dramatique, observant chacun à tour de rôle. Ces petites cellules grises avaient assemblé les pièces du puzzle,
et il était prêt à dévoiler le coupable. Mais il voulait que la vérité éclate non seulement par ses mots, mais aussi par la réaction de l'assassin lui-même. « Dans un instant, dit Poirot, vous allez voir que le meurtrier a laissé une trace minuscule, invisible pour tous sauf pour moi. Une trace qui crie son nom. Les suspects se raidirent, et même la police retenait son souffle. L'atmosphère devint électrique, prête à se rompre comme une corde trop tendue. Poirot redressa sa silhouette impeccable, ses moustaches parfaitement alignées. Puis, d'une voix claire qui résonna sous les voûtes dorées de l'opéra, il déclara « Et maintenant, mes amis, il est temps de lever le rideau. » Le silence dans l'opéra était tel qu'on aurait pu entendre tomber une épingle. Tous les regards étaient fixés sur Poirot, dont le pas mesuré résonnait sur les planches de la scène. Il s'avança vers le rideau rouge, caressa le tissu du bout des doigts et se retourna lentement vers les suspects, savourant l'instant. « Mes amis, dit-il, l'assassin a cru commettre un crime parfait, mais il a oublié une chose. Rien n'échappe aux petites cellules grises d'Hercule Poirot. » Ses yeux étincelaient de malice. L'écharpe rouge retrouvée dans les coulisses n'appartenait pas à Isabella. J'ai découvert dans son appartement que toutes ces écharpes étaient soigneusement rangées. Celle de la scène venait donc d'une autre personne. Il se tourna brusquement vers Élise. « Mademoiselle Fournier, vous avez affirmé ne pas avoir quitté votre loge. Pourtant, un machiniste vous a vu près de la coupe. Et cette écharpe rouge, elle est à vous, n'est-ce pas ?» Élise recula d'un pas, son visage devenant livide. Ses mains se crispèrent sur sa robe. « Non, » s'écria-t-elle, « ce n'est pas à moi. Vous voulez me piéger ?» Mais sa voix tremblait, et ses yeux fuyants confirmèrent la vérité que ses mots tentaient de nier. Poirot s'approcha calmement. « Le mensonge, mademoiselle, est comme le poison. Il laisse toujours un goût amer. » Petrov se leva soudain, frappant du poing sur une chaise. « Elle ment !» cria-t-il. « Isabella m'aimait, elle voulait fuir avec moi. Mais cette fille la haïssait, elle voulait sa place. Les policiers se précipitèrent pour le retenir, mais son éclat ne fit qu'ajouter du poids aux soupçons de Poirot. » Delacroix, blême, tenta de s'interposer. « C'est absurde. Tout cela n'est qu'un enchaînement de coïncidences. » Poirot leva une main pour imposer le silence. « Non, monsieur, les coïncidences n'existent pas dans un meurtre. Chaque détail est un fil. Et ce soir, j'ai tissé la toile. » Il fit un signe et un agent apporta l'écharpe. Poirot la déplia devant tous. Dans un pli, il montra une tache presque invisible, brunâtre. « Voilà la preuve, mes amis. Cette étoffe a été utilisée pour essuyer la fiole de poison, et qui avait accès à la fois au parfum d'Isabella et à la coupe de champagne. Une femme proche d'elle, jalouse, impatiente de briller. » Élise se mit à trembler de tout son corps. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Son regard passa de la coupe à l'écharpe, puis à Poirot. Les autres suspects retenaient leur souffle, attendant la sentence. Poirot, implacable, approcha et déclara d'une voix claire « C'est vous, Élise Fournier, qui avez empoisonné Isabella Caruso. » Un cri s'échappa de la jeune femme, mêlé de rage et de désespoir. Elle tomba à genoux, ses mains serrant l'écharpe comme une corde autour de son propre cou. Et pour la première fois, la vérité apparut au grand jour, nue, implacable. Élise restait à genoux, les épaules secouées de sanglots. Ses larmes tombaient sur le sol de la scène, mais ses yeux, rougis par la douleur, fixaient Poirot avec une intensité désespérée. « Oui !» cria-t-elle enfin d'une voix brisée. « Oui, c'est moi, je l'ai fait. » La salle entière retint son souffle devant cet aveu brutal. « Vous ne pouvez pas comprendre, personne ne peut, » poursuivit-elle, le regard perdu dans le vide. « Toute ma vie, j'ai rêvé de chanter, d'être sur cette scène. Mais Isabella me volait chaque lumière, chaque applaudissement. Elle me regardait comme une ombre, comme si je n'existais pas. Ses mains tremblaient, en serrant l'écharpe tachée. » Poirot resta immobile, son visage empreint de gravité.
Et c'est ainsi, mademoiselle, que vous avez transformé votre rêve en cauchemar. Vous vouliez briller, mais au lieu de chanter, vous avez tué. Ces paroles, calmes et tranchantes, frappaient Élise comme autant de lames. Elle secoua la tête, avec rage. Vous ne savez pas ce qu'elle me faisait subir, ces humiliations, ces rires cruels, ces promesses jamais tenues. Elle disait qu'un jour, peut-être, je chanterais, mais elle savait que jamais elle ne me laisserait la remplacer. Alors j'ai pris ma chance, j'ai pris sa vie. Petrov, livide, s'avança malgré les policiers. « Tu mens !» hurla-t-il. « Isabella voulait fuir avec moi. Elle m'aimait. » Élise éclata d'un rire amer. « Toi, elle se jouait de toi aussi. Elle n'aimait personne, elle n'aimait qu'elle-même. » La douleur et la jalousie s'entremêlaient dans sa voix, comme une mélodie brisée. Delacroix, abasourdi, se laissa tomber sur une chaise. « Mon Dieu, une simple rivale, et l'opéra tout entier bascule dans la tragédie. » Ses mains se couvraient de sueur, car il savait que cette confession le libérait de l'accusation, mais détruisait son avenir. L'éclat de l'Opéra Garnier resterait à jamais terni par ce scandale. Poirot s'agenouilla devant Élise, ses moustaches frémissant. « Mademoiselle, dit-il doucement, vous croyez avoir gagné la scène, mais vous n'avez gagné que l'ombre. La gloire ne s'obtient pas par le crime, elle se perd. » Ses yeux plongèrent dans ceux d'Élise, emplis de compassion autant que de fermeté. Les policiers s'approchèrent pour l'arrêter. Élise ne résista pas. Elle laissa tomber l'écharpe au sol, comme on abandonne une arme inutile. Ses mains se croisèrent docilement devant elle, et sa voix s'éteignit dans un murmure. « Je voulais chanter, seulement chanter. » Poirot se releva, le cœur lourd. Le rideau venait de tomber sur la tragédie d'Isabella Caruso, mais aussi sur celle d'Élise Fournier. Et dans le silence pesant de l'opéra, chacun comprit que la plus belle des voix pouvait aussi provoquer la plus sombre des morts. La police emmena Élise hors de la scène. Ses pas résonnaient dans le silence pesant de l'opéra, comme les dernières notes d'une aria tragique. Les spectateurs restaient dans les coulisses, les machinistes, les musiciens, tous observaient cette marche funèbre, avec un mélange d'effroi et de soulagement. Le danger avait enfin un visage. Delacroix, encore pâle, s'approcha de Poirot. « Vous avez sauvé l'opéra d'une honte éternelle, monsieur Poirot, » dit-il d'une voix brisée. Poirot leva une main polie, mais ferme. « Non, monsieur, l'opéra est déjà marqué, mais peut-être que la vérité, révélée au grand jour, empêchera d'autres drames de se jouer derrière vos rideaux dorés. » Petrov, lui, demeurait figé, les poings serrés, incapable d'accepter la vérité. Ses rêves d'amour et de fuite s'étaient évanouis en quelques instants. Son regard, vide, se perdit dans les lumières du plafond. Poirot l'observa un instant, puis détourna les yeux. L'homme n'était pas un meurtrier, seulement une victime de ses propres illusions. Dans les couloirs, des policiers discutaient déjà de la presse. La nouvelle du meurtre d'Isabella Caruso et de la révélation de l'assassin ferait la une des journaux. Paris, ville des arts, allait trembler sous les titres scandaleux. Poirot, quant à lui, ne se préoccupait pas de l'agitation médiatique. Pour lui, l'essentiel était accompli. La vérité avait parlé. Dans la loge désormais vide d'Isabella, Poirot entra seul, un instant. Le parfum de la diva flottait encore, léger mais persistant. Il s'approcha du miroir, où les mots « il paiera » restaient tracés. D'un geste de son mouchoir, il effaça doucement les lettres, comme pour mettre fin à la malédiction. « La vengeance, murmura-t-il, est une flamme qui finit toujours par consumer celui qui l'allume. » Son reflet dans le miroir lui renvoya son propre regard fatigué, mais serein. Il savait que ce drame ne serait qu'un parmi tant d'autres. La nature humaine, disait-il souvent, ne change pas. Seuls changent les décors. Alors qu'il s'apprêtait à quitter l'opéra, une rumeur monta de la rue. Déjà une foule s'était rassemblée, réclamant des explications. Les journalistes tendaient leurs carnets. Les curieux, leurs regards avides.
La police protégeait la sortie, mais le scandale était lancé. Paris allait chanter longtemps la légende noire de la diva assassinée. Poirot descendit lentement les marches, son chapeau légèrement incliné, sa silhouette digne malgré le tumulte. Chaque pas résonnait comme une note de clôture, un adieu silencieux à cette enquête. Derrière lui, l'opéra redevenait une forteresse de pierre, gardienne de secrets désormais révélés. Au coin de la rue, une voiture l'attendait. Il s'y engouffra, et en regardant une dernière fois la façade illuminée, il murmura « Le rideau est tombé, mais la pièce restera dans les mémoires. » Puis la voiture s'éloigna, emportant avec elle l'ombre du mystère et la lumière de la vérité. Le lendemain, Paris vibrait encore de la nouvelle du drame. Les journaux titraient en lettres énormes « Meurtre à l'Opéra Garnier ». Tout la diva empoisonnée, une rivale jalouse arrêtée. Les visages d'Isabella Caruso et d'Élise Fournier s'étalaient sur toutes les affiches. La tragédie, devenue publique, se transformait déjà en légende. Dans son appartement discret, Poirot lisait ses nouvelles, en sirotant son café avec une précision maniaque. Les journaux, songea-t-il, avaient un talent certain pour amplifier le drame, mais bien peu pour en saisir la véritable essence. Derrière les titres flamboyants, il voyait encore une histoire humaine, celle d'une jeune femme consumée par l'ambition et la jalousie. Il posa le journal et contempla la ville par la fenêtre. Paris brillait sous le soleil matinal, indifférente aux passions qui avaient coûté une vie. « Ainsi va le monde », murmura-t-il. Les tragédies des uns deviennent les spectacles des autres. Son regard se perdit dans les toits gris, et ses petites cellules grises s'accordèrent un moment de repos. Pourtant une mélancolie persistait dans son cœur. Poirot aimait résoudre les énigmes, mais il n'éprouvait aucun triomphe à voir une vie brisée. Élise, en prison, n'était pas une criminelle née, mais une âme fragile, dévoyée par son désir de lumière. Isabella, célébrée par tous, avait elle-même nourri cette jalousie par son arrogance. Dans ce drame, chacun portait une part de responsabilité. Il se remémora les derniers instants sur scène. La coupe, l'effondrement, le silence glacé. Un opéra dans l'opéra, une tragédie écrite non par un compositeur, mais par la main impitoyable de la vie. Poirot se dit que les crimes, souvent, n'étaient que des pièces de théâtre où les passions humaines jouaient leurs rôles les plus sombres. En rangeant ses affaires, il caressa doucement ses moustaches. L'ordre et la méthode, se rappela-t-il avec un sourire discret. Ces deux principes avaient encore une fois triomphé du chaos. Et pourtant, il savait que d'autres crimes l'attendaient, dans d'autres lieux, sous d'autres décors. La scène change, mais la nature humaine, elle, reste immuable. Un coup frappé à la porte le tira de ses pensées. Un messager lui remit une lettre d'invitation à une soirée mondaine. Poirot la lut avec amusement. Déjà le monde voulait retrouver le divertissement, oublier la noirceur. Mais lui savait que derrière les rires et les verres de champagne, les ombres se cachaient toujours. Il s'installa dans son fauteuil, ferma les yeux un instant et murmura « Le crime, mes amis, est partout où le cœur humain bat trop fort. Et Hercule Poirot sera toujours là pour écouter sa dissonance. » Ainsi se terminait le drame de l'opéra. Un rideau de velours rouge s'était abaissé sur la mort d'Isabella et la confession d'Élise. Mais dans la mémoire de Poirot, cette nuit resterait gravée comme l'une des plus sombres symphonies du destin.